Bonjour et bienvenue dans cet épisode 16 du Rascasse Show. Nous allons évoquer tout de suite, pour démarrer l'émission, le match de ce vendredi. Le Sporting affrontait le Pau FC et se retrouve après un énième 0-0 dans la zone rouge du classement. Donc on va d'abord peut-être commencer par quelques statistiques par Geoffrey. Non, par Philippe Doucet. Enchanté, Philippe. Non, on a tous vu le même match, je crois. Hein. On a eu une énorme possession pendant le match parce que pendant la première mi-temps, on avait le ballon et on savait pas quoi faire, on le laissait dans la défense. Donc du coup, sur le match, on a eu 64% de possession. C'est énorme, hein. Quand tu dis ça, quand tu vois ça, tu te dis putain, oui, ça a dû bien gazé. C'est ça, au niveau des stats, au final, 64% de possession, on a fait plus de 500 passes et tout, mais au final, voilà, comme tu l'avais dit à juste titre dans le débrief à vif, premier tir du match à 67e minute, et première action, 38e. 37e, 38e. Donc voilà, c'est pas possible. Pendant le match, du coup, en tout, on a fait 4 tirs. Donc là où c'est bien, c'est qu'on encadre 3 sur les 4. Donc c'est ça, on va dire que c'est bien. Après, au niveau des centres, non, je vais plutôt parler au niveau des fautes, pardon. On a fait 25 fautes encore dans ce match où en fait depuis le début de la saison on fait limite en moyenne on a 21,5 fautes par match, ce qui est assez énorme, hein. Et comme je disais, ça peut montrer deux choses. Soit Mika il en faisait 35 par exemple. Mais par an. Mika Rebec, hein. J'ai Mika Rebec qui dit 35 par an. Après, ça peut montrer deux choses. Soit on peut dire, bon, on fait les fautes, ok, mais c'est parce qu'on est présent physiquement et qu'on met de l'impact. Ou alors, plutôt dans le côté où plusieurs actions, on voit qu'on est dépassé et qu'on est obligé de faire des fautes flagrantes pour annihiler des contre-attaques, quoi. Donc voilà, c'est encore un match compliqué de notre part. Hein. C'est, comme tu disais, pareil dans le débrief à vif, c'est pas vraiment les scores qui inquiètent, c'est le contenu, quoi. Hein. C'est assez pauvre, malheureusement. Ouais. Mika, tu nous disais que tu n'avais pas suivi les matchs du Sporting encore cette saison. Est-ce que dans ta carrière, tu as souvenir d'un début de championnat où tu enchaînes les matchs nuls et où finalement au bout de 6 journées tu te retrouves relégable? As-tu souvenir de ce qu'il est advenu et surtout de la suite? Voilà. Comment ça a terminé? Oui, c'est ça. Ouais, non, souvenir d'autant de matchs nuls, non, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais des débuts de saison, on va dire moyen, avec une fin heureuse, oui, on en a connu, donc il n'y a eu que 5 ou 6 matchs, Ouais, ça ce qui est important dans cette division, c'est déjà d'avoir des bases défensives solides. Déjà j'ai vu les résultats et j'ai quand même si je ne vais pas au match, la première chose que je regarde c'est quand même le résultat du Sporting. Donc je connais les résultats et dans ce championnat-là, si on n'est pas solide défensivement, on ne peut pas s'en sortir. Donc déjà le point positif, quand même un point positif, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de buts encaissés. Et après, pour exister dans ce championnat, il faut un attaquant qui mette 10-15 buts dans la saison. Et apparemment, pour l'instant, c'est ce qu'il n'y a pas. Et le collectif n'arrive pas à prendre le relais non plus. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Parce qu'en fait, peut-être que les buteurs potentiels, on les a avec Guy, Delgado. Voilà, mais moi, c'est plus... Diallo. Bientôt. C'est plus au niveau de l'animation, voilà, où je trouve que c'est très très pauvre et où finalement... nos attaquants se sont guère alimentés finalement. Au final, dans ce match, le déclic a été dès que Guy est rentré. Même Diallo aussi, il a fait quelques déviations intéressantes. Ça, il n'a pas été mal aussi. Qui c'est? Ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il a fait. Pour moi, ça y est, Peloton, on fait des bonnes rentrées. Même pas à son poste, ça, il n'a pas été mal. Ouais. Que ce soit au milieu ou même quand il a remplacé Alioune, Fall, effectivement. Moi, si personnellement je veux parler d'une déception, c'est Kanté qui... Ah bah oui, mais je veux pas tirer sur le glace, mais c'est vrai que... Mais le problème c'est qu'on nous a tellement sorti que ça allait être notre leader technique au milieu, que... Moi je pouvais me douter que ça fasse ça, parce qu'on voit bien, il est hors de forme, physiquement, Le problème c'est qu'il a perdu énormément de ballons au niveau de passes ratées, au niveau des duels aériens, on sentait que...
À des moments, il sautait pas du tout au rythme où il fallait. J'espère pour lui que c'est juste un non-match et qu'il se reprendra pour les suivants, quoi, parce que c'est pas le profil qu'on nous a. Si on lui donne sa chance, après on peut se dire que on a vu tellement de choses avec Goncalves qu'on savait partant que peut-être finalement pour Kanté on va un peu, je vais pas dire s'acharner, mais en tout cas insister pour lui permettre de trouver ses marques et d'être ce fameux leader technique au milieu du terrain, je sais pas. Juste, mais ça j'aurais aimé savoir le sentiment de Mika quand on a une équipe comme ça qui se connaît, c'est la même équipe que l'année dernière, il est recru, il y a le même coach, et nous là cette année on a l'impression que les joueurs se connaissent plus, ça peut s'expliquer, ça c'est un peu, a priori c'est un peu bizarre, non? Après peut-être ils avaient aussi l'habitude de gagner, et cette habitude, quand on la perd, c'est dur de après, retrouver. c'est dans la tête après, un peu? Ouais, de toute façon, le football, il y a un peu des pieds, mais il y a aussi beaucoup de la tête. Hein. Si les joueurs ne sont pas en bonne condition pour X raisons, c'est dur après, d'évoluer à 100%. Après, les conditions, je ne les connais pas, mais, mais voilà. Après, non, parce que c'est ça qui est étonnant, c'est l'équipe qui avait un peu ses marques, etc. Même groupe, même coach, et puis on a l'impression que plus on avance et plus. Au point de vue vraiment d'être presque compliqué. J'occulte vraiment les résultats. Par expérience, c'est vrai qu'il faut toujours quand même un petit peu de renouvellement parce qu'on a tendance à s'endormir en gardant, on ne peut pas garder les 11 joueurs. Non, même le groupe, si on a un groupe de 20, on ne peut pas garder les mêmes 20 joueurs l'année d'après parce que. Bon, là ça a été fait, il y a eu. Je vais vraiment de recrues. Avant de terminer cette rubrique, quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Non. Comme ce qu'a dit Mika, là, que c'est vrai que défensivement, c'est la première rigueur, c'est la défense. Maintenant, défensivement, on a encore pris des jaunes, on perd Fall. Je pense que Wassan est au 3e jaune, Sanoun, je ne sais pas si c'est le 2e ou le 3e, et Charles est 3e, c'est-à-dire que dans 15 jours, sous les caméras de Canal+, sous les camarades, nos amis de Canal+, peut-être qu'on va rappeler les anciens pour jeu d'arrière. C'est sur cette sage parole que Mika va passer sur le grill avec Manu. Mika, merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Vraiment très heureux de t'accueillir. Ça faisait un petit moment que tu étais dans notre shortlist et je remercie encore Philippe de nous avoir donné ton numéro pour participer à l'émission. Donc on va un peu retracer vite un peu ta carrière riche à Toulon. Quelques années, oui. Quelques années. Hein. Surtout que tu as été un élève assez doué. Hein. Tu commences, je crois que c'est si je dis pas de conneries, t'as pas 18 ans quand tu fais ton premier match en D3 à l'époque, hein, la réserve de Toulon, D3. Qui c'est un peu alors on va dire tes pairs, les joueurs, les éducateurs quoi étaient déjà importants pour toi à la base? Moi je suis arrivé à Toulon en minime. À l'époque minime c'était je sais pas 12-13 ans, je sais pas. Oui, donc moi j'ai je sais plus quoi il m'a dit, dans ces eaux-là. Après tous les éducateurs qu'on a en jeune ils nous ont marqué. Moi c'est le premier ça a été Roger Pazero, mon premier éducateur à Toulon justement en minime. Après quand je suis rentré au centre de formation c'était Patrick Storail et avec Guy David. Ouais. C'était les deux qui étaient en charge de toute la formation. David, il était en formation. Hein. Oui, Guy David, il avait la D3 à l'époque. C'est lui ton premier entraîneur D3 qui c'est qui Oui, en D3, oui, c'était lui, puisque Patrick Storail il s'occupait que du centre de formation, il n'entraînait pas d'équipe, il s'occupait que des entraînements de la semaine, mais il n'avait pas d'équipe le dimanche et c'est Guy qui coachait le week-end la D3 à l'époque. D'ailleurs, alors, tu joues ce premier match, tu t'en souviens, je crois que c'est en 93. Non, je m'en souviens pas. Non. Ton poste non plus? Je pense que je devais jouer défenseur central. Donc c'est toujours ça, hein, comme je te disais tout à l'heure. Tu commençais plutôt attaquant, mais... à l'époque, quand je jouais en junior, j'ai joué attaquant, et après quand je jouais en Gambardella, je jouais défenseur central. Et toute la saison, je jouais attaquant, et quand on faisait un Gambardella, il me faisait jouer défenseur central. Parce que je sais pas pourquoi.
Et pourtant, tu as été compté comme un milieu défensif et tu n'as peut-être presque jamais joué comme milieu défensif. En tout cas, Sporting, quasiment jamais. Non. Quasiment jamais. Non. Parce que alors, ça c'est ce qui me permet de rebondir sur la question. Comment ça, c'était atypique, tu étais un défenseur atypique, pas grand, etc. Je sais même à une époque, c'était avec Zem avec qui tu étais associé, une charnière assez petite, entre guillemets, en tout cas pour une charnière. C'était ta grande qualité, donc des qualités d'anticipation, etc. Mais donc tous les entraîneurs n'ont jamais eu de difficulté à t'imposer dans ce poste-là. Hein. Non, parce que j'ai toujours joué. Même mon premier match en pro, j'ai joué défenseur. Même pourtant à 20 ans, c'est pas un poste qui est fréquent. C'est un poste quand même entre guillemets à responsabilité dans l'équipe. Donc on hésite plus ou moins, mais ouais, c'est vrai que moi, quand j'étais en jeune, j'étais tout le temps le plus petit de l'équipe, c'est quoi comme ça, donc je me suis toujours adapté. Bon, après j'ai rattrapé les autres, même si je suis pas très grand, mais j'ai rattrapé les autres au niveau physique, donc ça c'est. Et donc, parce que ça, j'ai pas exactement la réponse, mais je crois la connaître. Donc, même ton premier match titulaire, parce que tu fais première apparition janvier 93, de l'année de la descente en D1. Montpellier, ouais. Voilà. Et après, c'est en mars où tu es titulaire. Tu es titulaire en. J'ai joué arrière droit. Voilà. C'est la première fois, la deuxième fois de ma vie que je joue à ce poste. Et ouais, parce qu'en fait, je me rappelle plus qui c'est qui joue. Ben là, tu joues aux côtés de Soula, il y a des Brando. Il y a les 2 ou 3 qui jouaient titulaires en première, qui étaient arrière droit, qui étaient blessés, l'autre était suspendu. Donc, il y a du Tis, mais Tis était à gauche. Ouais, je crois, non qui jouait. Qui c'est qui jouait. Je me rappelle plus. Cette année-là, c'est la semaine d'avant, Luigi vient me voir, il me dit tu vas jouer arrière droit avec la D3. Arrière droit, j'ai dit c'est peut-être le seul poste où j'ai jamais joué avec arrière gauche et arrière droit, c'est les 2 seuls postes où j'ai jamais joué de toute ma vie. Il me dit tu joues arrière droit et t'occupes pas. Donc il me fait jouer arrière droit avec la D3 et le lundi d'après il me dit tu vas jouer arrière droit samedi prochain avec la première. Mais j'avais fait un match dans toute ma vie arrière droit. Donc du coup, tu fais cette année-là à 20 ans, 3 matchs, sympa. Et donc là, quitte Cannes, parce que descente nationale, pour après revenir, mais Cannes, ils sont en quoi là à l'époque, ils montaient en D1. Ah Ils montaient en D1. Et là, je sais pas, alors comment ça se passe à Cannes? Par qui te contacte à Cannes? C'était Louis Ferrand. J'étais resté au Sporting en début de saison, on avait fait une prépa, entre guillemets, vu que c'était un peu compliqué. Après le dépôt de bilan, on avait fait quand même une équipe qui tenait la route et tout, mais bon, le budget, il n'y avait pas de budget, il n'y avait rien du tout. D'ailleurs, la saison avait été très, très compliquée cette année-là. Et donc moi j'avais fait là 15 jours avec Luigi, on avait refait un groupe pour repartir en national, donc j'avais fait quelques entraînements comme ça, on avait fait un match amical contre Cannes, et à la fin du match amical, il y a Luis Fernandez qui était venu me voir et m'a dit voilà, je voudrais que tu signes à Cannes. Et qui comptait sur toi? Oui, défenseur central? Il me prenait pour être dans le groupe pro, après je dis pas que... Et ça se passe comment? Ça se passe au début, ça va, puis après je me suis blessé à la cheville et j'ai quasiment pas joué de la saison, donc ça a été assez compliqué. Ouais, tu restes quand même 3 ans là. 2 ans j'ai fait. Enfin 2 ans? Ouais, 2 ans quand même. Et sans trop jouer? Non, j'ai jamais... Donc... Bon après, l'année d'après, j'ai quand même... je sais pas quel âge j'avais, une vingtaine d'années, j'ai quand même fait une vingtaine de feuilles de match dans le groupe en pro, et en fin de saison, on te dit tu signes pas pro, ça fait un peu mal... c'est clair. Même si j'ai pas beaucoup joué, je suis pas beaucoup rentré, mais bon à l'époque on était que 16 je crois sur les feuilles de match, je sais pas 18 ou je sais pas combien ils sont maintenant, là où il y a toute l'équipe. Donc pour être déjà dans les 16 à 19, 20 ans, c'était déjà significatif. Voilà quoi. Mais bon, c'est comme ça. À la fin de la saison, on m'a dit on te fait pas signer pro, donc retour à Toulon. Voilà, retour à Toulon. En plus je partais au service militaire, donc c'était compliqué. Belle aventure là, cette année-là. Ah oui, là c'est vrai que j'ai jamais regretté ce choix-là, même si j'avais d'autres opportunités pour partir Parce que tu rappelais, tu reviens et c'est l'année de la montée. Ouais. Bon.
faut quand même que tu nous racontes, tu marques quand même dans le match de Coupe de France le plus marquant de l'histoire du Sporting, le 3-2 de Bordeaux, tu y es et tu marques. Ouais, Tu peux un peu nous raconter, un peu fais-nous vivre cet instant-là, déjà l'avant-match, après tout. C'est-à-dire que c'est presque un regret maintenant, c'est de ne pas en avoir assez profité sur le moment, parce qu'on était dans le truc, on ne se rendait pas trop compte de ce qui se passait, quoi. Même maintenant, quand je croise quelqu'un à Toulon, la première chose qu'il me dit c'est Toulon-Bordeaux. J'ai l'impression qu'il y avait 200 000 personnes au stade. Quand je croise quelqu'un, il me dit j'étais au stade. Je dis ouais, mais le stade il n'est pas si grand que ça. Tu regardes sur Facebook, oui j'y étais, oui, mais bon, à un moment donné, je sais pas s'il y a des menteurs ou pas, mais... Moi j'y étais, voilà. Non, mais c'est vrai que, comme je disais, ce que je regrette un regret relatif, mais c'est de ne pas avoir assez profité sur le moment, quoi. Voilà. Mais c'était quand même... Mais la sensation, ce but, déjà tu peux un peu nous raconter ce but? C'est un but un peu de raccro, il me semble. Ah oui, bien de raccro, bien de raccro. C'est l'égalisation. Ouais, on perdait 2-1. 2-1. Et il y a un corner pour nous, je crois. Et le ballon il est dévié, il va au second poteau et c'est François Van Verbeek qui récupère le ballon. Et quand il récupère le ballon, je savais déjà où il allait centrer. Donc moi j'anticipe un peu sur la course et puis je la prends moitié pointue, moitié je sais pas trop comment. Et ce qui est marrant, c'est que dès que je la prends, je vois qu'il va au fond, quoi. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez l'occasion de voir les images, il n'y a que moi qui lève les bras, tout le monde attend que le ballon y rentre et moi je suis déjà en train de partir en courant, en train de lever les bras parce que de l'angle où je suis, je vois qu'il va y avoir but, quoi. Et bon après, je sais pas, je me rappelle plus, ça passe tellement vite. Mais je sais pas, là c'était... je me rappelle, c'était un truc de fou. Ouais, c'est sûr que... T'as un peu marqué, hein, t'étais pas un défenseur. Non, j'ai 55 matchs, 12 buts, bon. Ouais, j'ai marqué 2 par saison. Ouais, c'était ça. Des pénaltys. Ouais, pénalty, quelques coups francs. C'était l'ancien attaquant, ça. Ouais, peut-être. Hein Peut-être. Et donc voilà, la montée, tu connais la D2, tu côtoies les Ferreri, etc. D'ailleurs. Et après, donc... redépôt de bilan, voilà, c'est là où tu... On est recordman de France de dépôt de bilan. Et après donc ce départ à Draguignan, il paraît un peu presque bizarre, on t'attendait peut-être pas là. Toujours pareil, on devait repartir en national après la D2, on avait fini pour descendre, mais bon le dépôt de bilan n'était pas officiel, donc on était inscrit pour le championnat, repartir en national, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque. Bah oui. Et une semaine avant la reprise du championnat, on nous dit vous reprenez en CFA2. Ouais, d'abord CFA2 et après encore en DH. Donc là j'ai dit c'est bon. Mais Draguignan parce que j'avais mon cousin qui jouait là-bas tout simplement, on s'est appelé mais pour rien du tout, quoi. Et puis moi je dis voilà j'arrête à Toulon, j'en ai marre, quoi. Et comme j'avais pas d'autres touches dans des clubs pro, voilà, je suis parti à Draguignan. Dans ma tête c'était pour pas rester sans jouer, essayer après de rebondir. Mais il y avait personne qui t'avait contacté de club un peu plus UP, etc. Non, j'ai eu aucun contact. Non. Ça paraît incroyable. Après 3 saisons titulaires, nationales et D2, c'est comme ça. Peut-être justement le fait de ta taille, s'ils le prennent, ils n'osaient pas te mettre en défense centrale, je sais pas. Je sais pas. Alors que... J'ai jamais eu d'explication. C'est fou. Et donc, pareil, tu reviens encore pour des bons moments, même si c'était la DH, mais tu fais partie de cette aventure-là, qui était quand même sympa, là, les montées en DH, CFA2. Voilà, l'année où on était en DH, qu'on est monté, on avait perdu tous les premiers matchs, on en parlait tout à l'heure. Carrément dans le débrief du match de vendredi dernier, là. C'était un début de saison très 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 compliqué, je me rappelle à l'époque, en plus on avait une pression de jouer en DH, on aurait dit que c'était la Ligue des Champions et ça avait été compliqué en début de saison, on avait eu 2-3 mois où on était vraiment moyen, plus que moyen presque, et bon après on avait gagné je crois, je sais plus combien de matchs jusqu'à la fin de la saison pour finir largement en premier, mais il y a eu une période au début où c'était quand même compliqué. Oui, parce que
Donc, ça rajoute une ligne à ton palmarès, mine de rien, champion national, 2 DH et CFA2. Bon, c'est toujours bon à apprendre, surtout pour un club comme Toulon. Hein, c'est sûr que on n'a pas. Ben, t'as le palmarès quasiment à toi tout seul du club. La montée CFA2. Bon, il y a Soulas qui revient. Vous allez commencer. Je sais pas trop. C'était. Je sais pas trop. Non, mais un peu bizarre, j'étais pas trop dans le. Dans les plans du coach. Après, il avait fait venir certains joueurs, il fallait justifier leur arrivée par des gros salaires, il fallait justifier ça. Donc moi je l'ai pris comme ça, il fallait qu'ils jouent parce que il les avait fait venir et puis voilà quoi. Je pense que c'est plus ça. Donc en fait ça amène ma question, ouais. C'est pour ça donc tu pars parce que. Je suis pas parti, on m'a foutu dehors. Non mais en fait. Voilà. On m'a dit que j'avais pas le niveau pour jouer en CFA. C'est incroyable. Donc je suis resté 30 secondes dans le bureau, je me suis levé, je suis parti, j'ai dit au revoir, j'ai dit merci pour tout et au revoir. J'ai encore joué 5 ou 6 ans en CFA entre guillemets. Oui, mais on va quand même juste y revenir, mais ouais. T'aurais pu faire le grand chelem, hein. Tu fais la D1, la D2, la D3, bon ben voilà, pas le CFA alors que bon, c'était normalement écrit que tu le fasses, CFA2, DH. Il te manque. Moi ça m'emmerde, je te le dis. T'es pas fait une saison en CFA. Ouais, et t'aurais fait. Donc voilà, c'est le club qui te veut pas. Et pourtant. Bon voilà, donc on retourne à Draguignan. Ouais. Hier. Là c'était la fin du cycle. Parcours, ouais. Mais donc finalement une fin d'aventure sportive qui termine un peu bizarre quoi. Oui, c'était pas moi. Ça méritait pas autre chose là. Je jouais à Draguignan en CFA, quand j'étais revenu à Toulon, c'est quand même passé de CFA à DH. Voilà, je l'ai fait parce que c'était Toulon quoi. Je suis allé dans aucun autre club de DH dans la France entière quoi. Donc voilà. Surtout qu'on a connu la D1 à 20 ans, c'est qu'on a des qualités. Hein. Donc bon, je m'attendais un peu à autre chose, mais voilà, c'est comme ça. 18 ans, D3, etc. Non, moi c'est ça qui me chagrine dans ton parcours. T'as des regrets par rapport à ça, toi, quand tu regardes ta carrière globalement. Après, il y a des trucs qu'on maîtrise pas, mais j'étais pas au bon endroit, au bon moment. Je me dis tout le temps ça, c'est comme ça. Pourtant, alors, c'est ce qui est marrant, c'est que, marrant, c'est pas marrant, mais t'as plutôt, même carrément, bonne presse auprès des supporters. Hein. Robec, toujours fait ses matchs, joueur super mentalité, etc. Donc atypique, hein, on en revient. Hein, pas grand, mais en défense centrale, ça tenait largement le choc. Tu vois, là on fait l'interview. Souvent, je connais les réponses avant qu'on me réponde, ou en tout cas, je connais pas les anecdotes, tout ça, mais là, c'est vrai qu'on est surpris de savoir que ça tient parfois à rien, un bonhomme, et t'as pas eu après l'occasion non plus, donc du coup, de revenir. Peut-être disparu des radars. Oui, après quand on est sorti même du circuit. Quand t'es parti à Draghi ou hier, jamais, jamais eu de. Bon, après c'était pas comme maintenant. Non. Beaucoup plus d'opportunités peut-être de rebondir ou quoi. À l'époque, déjà pour voir un match ou un joueur, il n'y avait pas tout internet, tout ça, c'était plus compliqué. Et puis voilà, c'est comme ça. Ouais, bien sûr. Et donc voilà, pour terminer maintenant, j'ai vu, t'as suivi un peu la circuit Aspire-Feu, entraîneur-joueur, je crois, c'est ça. Voilà, c'est le club de mon village. Ouais. Le choix du cœur, on va dire, c'était pour finir. J'avais encore un peu envie de jouer, donc j'ai joué encore quelques années en PHA, PHB, puis après, la suite logique, c'était entraîneur. Entraîneur, c'est là que tu fais un peu tes premières armes. Et là, j'avais toujours déjà entraîné un peu les jeunes dans les clubs, au Sporting et tout. J'avais entraîné un peu les jeunes déjà depuis un bon moment, quoi. Et la Valette cette année depuis l'année dernière. Enfin, depuis l'année dernière. Un mot sur ça. Ça se passe bien. Ça se passe, ouais, ça va. Pas... Non, ça va.
Est-ce que un adjoint comme fille ça te dirait? Il veut pas, j'arrive pas à le convaincre. L'entraîneur adjoint du FC Villefranche-Beaujolais, Johan Vivier. Bonsoir Johan. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview. Avec plaisir. Alors, on va faire un petit point sur déjà le bon parcours là, ce début de saison de Villefranche avec déjà eu cette victoire sur le Restart 2-0 et Villefranche qui est actuellement, si je ne me trompe pas, le deuxième. On n'attendait pas le Villefranche à pareille fête. Quel est un petit peu le secret de ce bon début de saison? Non, c'est vrai qu'on est satisfait du début de saison déjà d'un point de vue comptable, parce qu'on compte 13 points, donc c'est satisfaisant. Le secret, on a un groupe qui a pas mal bougé, à l'intersaison, un petit peu par la force des choses, parce qu'on avait des garçons en prêt qui sont retournés dans leur club, voire qui ont été dans d'autres clubs, notamment par exemple Oumar Gonzalez qui a été sollicité par un club de Ligue 2 Chambly. Donc par la force des choses, il y a eu pas mal de mouvements à l'intersaison, mais c'est vrai que la mayonnaise a plutôt vite pris. Et puis on reste un petit peu sur on va dire le fil conducteur de la saison passée en termes de jeu. Donc voilà, c'est sûr que c'est satisfaisant. Maintenant, on sait que le championnat national est un championnat difficile. Et on s'enflamme pas, on n'en est qu'à la 6e journée, donc voilà, on sait qu'on a déjà, tous les matchs sont difficiles et on a un nouvel adversaire coriace dès vendredi avec Toulon, donc voilà. Oui, d'ailleurs, parce qu'on voit que dans toutes les lignes, ça carbure plutôt bien, il y a une bonne défense, ça fait partie des meilleures défenses, et la seconde meilleure attaque, en attaque, Villefranche est efficient, avec, je crois que 3 joueurs à 2 buts, si je ne me trompe pas. Enfin, il y en a au moins 2 à 2 buts. Oui, c'est vrai que c'est un secteur où l'an passé, on avait eu un petit peu de mal. On arrivait à se créer des occasions, mais on avait du mal dans le dernier geste. On avait concédé beaucoup de matchs nuls. On en avait fait 18 la saison passée. Et objectivement, sur la plupart des matchs nuls, il manquait l'efficacité pour espérer mieux. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est satisfaisant aussi de ce côté-là. On a une efficacité offensive qui nous permet, comme au Red Star, de marquer 2 buts assez rapidement. Et forcément, après, les matchs sont pas les mêmes, notamment quand on ouvre le score en national. On sait que ça change la donne. Donc voilà, en espérant continuer à surfer sur cette vague. Donc tu nous confirmes que les matchs nuls, c'est pas trop bon d'en faire beaucoup? Ouais, l'an dernier, c'est étonnant parce qu'on a à peu près le même parcours que Toulon à la même époque. L'an dernier, on avait fait 5 nuls les 5 premiers matchs et concédé la première défaite à la 6e journée. Oui, c'est très similaire alors. Ouais, on était aussi les rois du match nul, mais c'est vrai que c'est un parcours assez similaire. On était promus aussi l'an dernier, donc il y a pas mal de similitudes avec le Sporting de Toulon, c'est vrai, sur cette première partie de championnat. Alors juste avant d'évoquer le match, je voulais parler un petit peu de... On a un joueur de Villefranche qui jouait chez vous l'année dernière, Jonathan Mambou. Ouais. Tu pourrais un peu nous le décrire, un peu nous le présenter, comment vous l'appréciez du côté au sens large du terme, du côté de Villefranche, Jonathan? Ouais, déjà John, son poste, ses qualités, etc. Oui, John, c'est plein de bons souvenirs déjà parce qu'il a fait partie de l'équipe qui a accédé au national. Donc il était avec nous déjà il y a 2 ans. Il avait fait la saison N2. On était monté avec lui. Il a fait la saison dernière avec nous. C'est un joueur déjà qui dans un groupe c'est un bon mec. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis footballistiquement parlant, c'est un joueur qui a des qualités de vitesse et d'explosivité. Assez étonnante et assez impressionnante. Après, certainement qu'il a encore à peaufiner certains réglages techniques et tactiques, on va dire, mais c'est un joueur avec un très beau potentiel. Et qui fait une saison pleine l'année dernière, je crois qu'il fait partie intégrante du projet, et il fait une bonne vingtaine de matchs. C'est ça, il avait participé, je pense au moins à 2 tiers des matchs de la saison, c'est ça. Donc, très bien, pour le moment...
il est un peu en difficulté, mais on espère. Enfin, c'est vrai que nous, on l'a vu. Il était venu faire le match de détection et c'est comme ça qu'il a été pris. Et c'est vrai qu'on était à ce match de détection et il nous avait bien pris, bien plu. Et bon, on espère qu'il va pouvoir un peu aligner les temps de jeu. Donc pour le match de vendredi, match entre deux équipes, une en forme, l'autre en difficulté, qui n'a pas connu la victoire. Comment on voit le match du côté de Villefranche? Avec déjà toutes vos forces vives ou pas? Oui, oui, on a tout le monde qui est opérationnel. C'est aussi un de nos atouts sur ce début de saison, c'est qu'on a la chance de pas avoir de blessés, d'avoir peu de suspendus. Donc c'est vrai que c'est un plus, pour fermer l'équipe, et c'est des choix à faire, mais voilà, ce n'est que positif car on a l'ensemble de l'effectif qui est opérationnel. Non, après, comme je vous l'ai dit, on s'attend à un match difficile parce que le classement en national, si le classement de la 6e journée, n'est pas forcément le classement de la fin de l'année. Si on se rappelle de Béziers, quand ils sont montés en Ligue 2, je crois qu'ils étaient quasiment relégables à la trêve, ils ont réussi à faire une série. Donc voilà, on l'aborde avec de la confiance parce qu'on veut être dans la continuité de ce qu'on a fait ces derniers temps, mais voilà, sans s'enflammer. Voilà, je pense qu'une des valeurs du club et du groupe, c'est d'être humble, et on sait que Toulon, voilà, c'est aussi dans l'ADN du club de rien lâcher. Donc voilà, on s'attend à une rencontre difficile comme toutes les rencontres nationales, et on l'aborde avec le plus de sérieux et le plus d'humilité possible. Juste, il y aurait un secteur de jeu où vous craignez peut-être plus Toulon, ou en tout cas vous le jugez plus fort que d'autres. Quel serait le point fort de Toulon qui éventuellement vous craignez, même si c'est un terme que j'aime pas, personne non, mais on sait qu'il y a une base, qu'il y a quand même une base défensive solide, avec les défenseurs qui ont pratiquement tout fait depuis le début de saison. Après, nous, on avait connu ça l'an dernier. C'est vrai que pour l'instant, sur le plan offensif, il y a eu pas mal de rotations de fait, pas mal peut-être que le coach cherche la bonne formule. Mais voilà, après, comme je vous dis, on est méfiant par rapport à cette équipe. Et voilà, à nous de continuer, comme je vous dis, de surfer sur la dynamique et puis de continuer à imposer notre jeu. À domicile, je pense qu'il y aura un petit peu de monde vu nos résultats actuels, et parce que Toulon, c'est un grand nom du foot français. Donc je pense c'était ma prochaine question, la dernière, ouais. sur justement l'affluence que vous attendiez. Ouais, honnêtement, là, je discutais avec le responsable commercial tout à l'heure. Il y a eu pas mal de demandes au niveau du club. Donc c'est vrai qu'on a une affluence, je pense en moyenne, qui est entre 1500 et 2000 personnes. Donc on s'attend à un petit peu plus là, avec à la fois le renom, on va dire, du club de Toulon, et puis le classement actuel. Donc je pense qu'il y a tout pour avoir une belle affluence et voir un beau match. Écoute, c'est tout le mal que l'on se souhaite mutuellement. Oui. Merci Johan pour ce petit interview, et puis j'espère moi-même monter vendredi, et puis on va voir ce match de près. Bonne chance pour ce match et pour la suite. C'est gentil, et merci beaucoup vendredi alors. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, merci, au revoir. Allez, bonne soirée, au revoir. Pour terminer l'émission, nous allons aborder le prochain match de ce vendredi. Le Sporting rencontre le dauphin du championnat, le FC VB, Villefranche-Beaujolais. Une équipe dont on sait qu'elle est efficace, avec des, elle est solide, des attaquants. Elle est voilà. Donc peut-être une équipe typée nationale, et qui plus est réussie sur une bonne dynamique. Une de plus. Une de plus, ouais, tout à fait. Oui, ils sont montés que l'année dernière. Hein. Ouais, mais qui a déjà au moins un an d'expérience dans ce championnat. Et un Sporting dont on se pose la question de savoir si Pujol va pas devoir commencer à avoir chaud aux fesses, parce que il n'y a pas les résultats escomptés, que le Sporting, avant cette 7e journée, est relégable, et qu'il n'a pas gagné. Donc, messieurs, qui veut commencer? Au-delà
il y a deux problèmes, c'est qu'il n'y a pas les résultats et il n'y a pas la manière. C'est ça qui est un peu, encore une fois, j'insiste, je suis peut-être un peu lourd, hein, mais voilà. Non, mais je dis, on aurait les mêmes résultats, mais avec des manque de réussite, des poteaux, d'occasions, ça. Le public vibre, et là, depuis 4 matchs, c'est vraiment pas le cas. On fait une mi-temps sympa de Bourg, mais depuis le début de la saison, on a une moyenne de 7,5 tirs par match. Ce qui est vraiment. C'est faible. À Bourg, c'est quasiment moitié moins que ce qu'on faisait. Avant, on faisait 12 par match environ. Donc voilà, et c'est des mi-temps par-ci par-là, de correct, mais. Donc c'est ça. Il n'y a pas le résultat, il n'y a pas la manière, et bon, ben voilà. Quand il y a les deux. Ces deux piliers-là qui manquent, forcément tout entraîneur avec les ambitions de Toulon à terme, hein, on va dire, sans parler de cette année, et forcément danger après. De toute façon, la clé, je pense, c'est à partir du moment où on aura réussi à retrouver notre milieu, parce que c'est. Ouais, ça part de là. C'est depuis plusieurs matchs où on a l'impression qu'on n'a plus de milieu. C'est ça. C'est-à-dire que c'est jamais les mêmes personnes à chaque match. C'est tout le temps différent. Donc c'est compliqué après de trouver la bonne formule. Mais au-delà de différence, surtout les schémas tactiques sont différents. Parce que finalement, il faudrait que chacun des joueurs dans le groupe soit capable de remplacer un autre en fonction des choix du coach. Donc c'est plus effectivement, à mon avis, une histoire de schéma ou de stratégie. Après c'est à la compétence de chacun des joueurs qui est là pour performer, de faire ce qu'il faut pour faire le job. Mais voilà, c'est vraiment inquiétant, on l'a déjà dit, que ce soit dans le débrief à vif ou on se le dit depuis un petit moment. C'est vrai que moi, ce qui m'inquiète réellement, c'est l'animation et les schémas tactiques, quoi. Je la comprends pas. Je le disais déjà vendredi soir après le match face à Pau, j'ai pas du tout compris où le coach ou le staff voulait en venir. Et là, je m'interroge par rapport à ce match de vendredi. Il y a eu des erreurs, à force d'avoir un peu... On a commis des erreurs, je trouve qu'on a insisté là, à un moment donné de jouer avec 4 attaquants. Bon, c'était bien gentil, on l'a fait contre Béziers, on était dans l'euphorie de la montée, il n'y avait pas de risque, bon très bien, mais on a un peu trop insisté sur ça, alors que c'était pas l'avenir du Sporting cette année de jouer avec 4 attaquants, de toute façon. On ne joue pas avec 4 attaquants national, et puis non, c'est les 4 meilleurs attaquants national, tu peux. Et puis les 2 meilleurs milieux aussi, parce que du coup il faut 2 monstres, voilà. Voilà, pour moi c'était une tactique qui était vouée à l'échec et on a insisté, même quand on ne démarrait pas, on trouvait encore le moyen de passer à 4 attaquants en cours de match, comme à Dunkerque et tout. Bon, ça c'est des trucs, pour moi, des signaux. Quand tu joues à 4 attaquants, tu perds 1-0 chez toi, tu mets 4 attaquants, là je comprends, mais sinon, et puis avec le nombre pléthorique en plus qu'on a, il y a aussi ce côté-là. Mais non, voilà, il y a eu, de toute façon, il y a eu une accumulation, moi je trouve, d'incohérences, et on trouve que si on en est là aujourd'hui, si tu analyses un peu, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. On a voulu, je sais pas, à notre place. Ouais. Mais... Après, si on écoute l'interview de Pujol, il est conscient qu'il a fait une erreur tactique lors de la première mi-temps, donc on lui souhaite de... Oui, pas que sur celui-là. Tous les matchs. Pas que sur celui-là. Le prochain match, on va essayer de déclic. De remettre la... Après, c'est bien beau de faire ce type de mea culpa, mais pour moi, c'est un peu comme quand je lis sur les forums les supporters qui te disent mais si on n'avait pas pris un penalty, si on avait eu un penalty accordé contre Ajaccio, et si ma tante elle en avait, effectivement je l'appellerais tonton, mais voilà quoi. Sur les prestations, on ne mérite pas. Je sais pas, quand on est dans une phase un peu comme ça, difficile, c'est surtout presque mental, j'allais dire, sur quoi... C'est quoi les leviers pour rebondir, les joueurs, le coach C'est le coach qui connaît le mieux ses joueurs. Après, je ne sais pas si les joueurs ils sont à 100% de ce qu'ils peuvent donner. Apparemment, c'est pas forcément le cas. Voilà. Donc,
Si ça pourrait être inquiétant si tous les joueurs se disent bon ils sont tous à 100% et on s'en sort pas. Et ça c'est vrai que c'est pas le cas. Voilà, après c'est certainement que certains joueurs il faut du temps, que la mayonnaise prenne comme on dit. Voilà, moi je suis entraîneur aussi, je vais pas tirer sur le coach au bout de 5 ou 6 matchs. Je sais trop ce que c'est pour avoir des conclusions comme ça. Non, voilà, il faut que la mayonnaise elle prenne. Après, il faut pas qu'elle prenne dans 6 mois, ça sera trop tard, c'est sûr. Après, mais en tant que coach, les leviers, si t'es un peu en difficulté comme ça, c'est quoi les leviers qui permettent un peu d'avancer, on va dire, au moins en tout cas? C'est soit changer d'organisation, mais bon, c'est compliqué, ou changer de joueur. Mais même après dans le discours ou dans la méthode, on essaye de casser un peu casser un peu la routine, vu que de la c'est le même routine groupe que l'année dernière, essayer de faire un peu des choses différentes sur un match ou sur une partie de match peut-être. Mais la semaine qui précède le match, pourquoi pas, je sais pas. Hein. Là, pour rebondir sur ce que disait Manu, et c'est ce que je voulais dire avant qu'il ne m'interrompe, mais j'ai l'habitude et je l'aime aussi pour ça. Est-ce que le fait de peut-être ne pas avoir de réel leader de vestiaire est quelque chose qui à un moment donné n'est pas préjudiciable? Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que on peut penser que parfois le discours d'un coach ne passe plus, et peut-être qu'avoir un ou plusieurs relais dans un vestiaire peut permettre de rebooster. C'est sûr que si le coach n'a pas 3-4 joueurs au moins avec lui qui l'appuient, le soutiennent et vont dans son sens, ça devient compliqué pour lui. Hein. Si c'est juste une relation de coach et de 20 joueurs, la même relation, c'est... Ouais, comme tu disais, je pense qu'il faut... À la valette, tu as ces 4 joueurs? Oui, bien sûr, oui. J'ai des joueurs qui vont parler aux autres joueurs, donc moi je demande d'aller parler aux joueurs. C'est pas ça le plus important quelque part dans le métier des coachs, que tes joueurs te suivent? De toute façon, le coach maintenant, il est plus coach, il fait du social, il fait du relationnel, pas du social, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le coach, il fait du relationnel, après... du management de caractère, de personnalité. Il y a 3 ou 4 adjoints, voilà, surtout à ce niveau-là, et même au-dessus, quoi. Je pense pas que Guardiola, il apprenne à jouer à ses joueurs, quoi. Il leur apprenne à faire un contrôle. Par contre, il faut amener le groupe à ses idées, à faire comprendre et à adhérer au projet, à faire comprendre aux joueurs qui ne jouent pas, pourquoi ils ne jouent pas, il jouera la semaine prochaine, pourquoi il ne joue pas cette semaine. Et c'est ce rôle-là qui est le plus compliqué. Après, faire des entraînements, tout le monde est capable de faire un entraînement. Tout le monde comprend. Voilà, minimum, l'entraînement, ça reste un entraînement. Voilà, il y a personne qui a inventé le football. Voilà. D'accord, quelqu'un veut rajouter quelque chose avant que l'on ne clôture Philippe, tu t'es remonté comme un coucou, là, tu te défiles. Non, là, moi je comprends. Non, vous y avez tout dit. On va pas rajouter. Non, mais toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, tu changerais la tactique, Il y a des joueurs qui te manquent là un peu? Moi? Oui, un bon attaquant. Un très bon attaquant. Tu crois? Un très bon buteur. Mais tu penses qu'avec un Delgado... Oui. Moi j'aurais mis Guilla d'entrée, moi, par contre. J'aurais pas fait entendre en deuxième mi-temps. Parce que d'après les blessures... Tu évoques le dernier match, mais pour ce vendredi, toi tu moi je mettais le coup avec... Oui, Guilla d'entrée, Delgado. Toi tu le connais, tu le mets dans l'axe ou sur le côté? Sur un côté. Tu le mets sur le côté? Tu sais qu'il peut jouer bien dans l'axe. Oui, mais sur le côté, comme ça, avec les percussions, la vitesse qu'il a, il peut apporter sur le côté. Et devant, Delgado. Delgado c'est un bon joueur. Hein. Même Barbier, je pense que Barbier. Tout le monde... Barbier, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas un mauvais joueur. Hein. Le peu que j'ai vu devant, c'est un bon joueur. Hein. C'est un bon joueur maintenant. Comme j'ai dit la semaine dernière, et comme je dirais, s'il faut le redire, je suis pas entraîneur. Non, personne. Comme l'a dit Mika. Hein. Il n'y en a que. En fait, ce qui est compliqué avec ce match, c'est que, à limite, vu qu'ils sont deuxièmes, qu'ils sont dans une bonne passe, si on fait match nul, c'est limite un bon résultat. Mais vu notre situation, ça va être pas un bon résultat. Donc c'est... Les matchs qu'on fait, c'est des victoires. C'est pour ça qu'on attendra quand même. Moi j'attends un peu une prestation un peu sympa. Voilà, après c'est plus le contenu. Voilà, c'est... Ça serait bien. Si on gagne à Villefranche, on parle de plus rien. Hein. On va dire que c'est le meilleur entraîneur du monde. Oui, il fait jusqu'à la semaine prochaine. Mais c'est vrai que ça va. Enfin, au moins pendant 3 jours, oui. Pendant 3 jours.
Ouais. Non, mais comme tu as dit, Manu, c'est, comme a dit Nico, c'est pas inquiétant, mais bon, il faut commencer déjà à se poser de très très bonnes questions. Parce que, faut pas oublier qu'il y a les relégables, il y en a 4 qui tombent. Hein. C'est ça. 4, c'est dur. Hein. Et oui, ce championnat, hein, t'es vite concerné par le haut et par le bas en cas de dynamique inverse, bonne dynamique et très mauvaise. Donc il y a 7 équipes qui se tiennent à... Non, mais qui vont plus être là l'année prochaine. C'est énorme, un tiers du championnat qui va nous voler comme ça. Je crois que c'est le championnat le pire pour ça. C'est le plus de... C'est vraiment compliqué le national. Donc on sait très bien, hein, ça se joue à rien. C'est pour ça qu'il faut... Ça fait Faut arrêter le palpitant. Ouais. Mais il faut arrêter. Ouais, mais bon, pour ceux qui sont en bonne santé, ça, mais ceux qui sont malades, côté dernier, le cœur il peut péter à tout moment. C'est ça. On a mis des années pour remonter, on a mis 13 ans, c'est ça? Ouais, ça serait embêtant de retomber la première année. C'est sûr. On ne peut pas faire une Marine Gignac comme je le disais parce que dans les briefs à vif, c'est sûr, mais... Non, mais il y a des trucs... Faut pas le souhaiter, mais bon, si tu tombes, c'est compliqué après un jour pour... Le groupe et les joueurs, on les a. Il faut trouver le bon levier pour faire en sorte qu'à un moment donné... trouver notre façon de jouer. Voilà, oui, et puis... Arrêtez de jouer aux apprentis sorciers, je sais pas, Mika, 3 attaquants sur une bande de 16, c'est pas... C'est un peu osé quand même. Comme il y en a au début, il y en a déjà 3 ou 4, et il y en a encore 3. Mika sur son banc, il y en a 5 de défenseurs, il a toujours joué dedans. Moi, c'est des trucs, je suis désolé, mais... T'en as combien sur ton banc? 6. Voilà. Je me suis trompé, j'ai 3, j'étais 50%. Mais moi, c'est des trucs que ça me... C'est pas cautionné, ça, c'est pas possible. Donc, après, c'est pas compliqué, mais je pense qu'il faut revenir à des choses plus simples. La simplicité, c'est le plus compliqué. Mais tu fais les choses les plus simples, c'est souvent les plus efficaces. Moins c'est plus. Et plus c'est égal moins. La phrase du président de l'île. En tout cas, quel que soit le résultat de vendredi, nous, on se retrouve dans 15 jours pour l'épisode 17 du Rascasse Show. Entre-temps, vous aurez eu droit au débrief à vif. A bientôt. Bonsoir.